Bonjour à tous, vous l'avez remarqué, la planète est en ébullition depuis vendredi dernier où l'information est tombée sur les téléscripteurs. Une épidémie qu'on a attribuée au porc, peut-être un petit peu hâtivement, on essaiera de savoir comment ça s'est passé, touche un petit peu tous les pays de la planète, on ne sait pas trop pourquoi aujourd'hui, ça envahit un petit peu tous les pays. Donc des morts qui sont imputés, qui sont supposés. Donc pour y voir un petit peu plus clair, nous avons réuni autour de ce plateau donc, deux spécialistes. Tout d'abord le professeur Jeanne Brugère-Picou. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes professeur à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort et vous avez été, je crois, une des premières à vous élever contre le qualificatif de porcin ou l'origine porcine de cette grippe. Vous nous direz pourquoi. Et bien évidemment Thierry Blanchon, que vous connaissez bien, qui est épidémiologiste et qui est responsable du réseau Sentinelle de l'INSERM, le réseau qui traque la grippe. Il semblerait que le virus en question soit une composante, je dirais, tridimensionnelle. Il y aurait une fraction humaine, une fraction porcine et une fraction aviaire. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Comment est-ce qu'on a pu arriver à cette combinaison? Je vais m'adresser à vous en sachant que le porc a été qualifié de récipient de mélange. Et bien évidemment, je ne sais pas si c'est par précipitation, mais on lui a attribué la responsabilité d'être l'élément contaminant. Je crois qu'on lui a attribué cette responsabilité parce que la grippe porcine classique que l'on connaît en tant que vétérinaire, c'est le plus souvent H1N1. Mais on retrouve aussi le H3N2 comme chez l'homme, effectivement, et on sait que c'est d'origine humaine, ce H3N2 dans la grippe porcine. Mais ce n'est pas ce virus de la grippe porcine classique, H1N1, qui est en cause dans cette nouvelle grippe. Et finalement, il n'y a eu aucun porc malade, on n'a eu aucun éleveur de porc gravement malade ou mort, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas une origine porcine dans cette nouvelle grippe. Donc ce qui est intéressant, ça serait de savoir d'où vient ce virus, où a été la recombinaison, mais c'est vrai que le porc est souvent un bon recombinant des virus grippaux, parce qu'il est sensible à la fois aux virus grippaux de l'homme, du porc bien entendu, puisqu'ils sont sensibles au même virus, et des volailles. Aujourd'hui, les circonstances de cette mutation restent quand même assez mystérieuses. Vous exonérez complètement le porc de toute responsabilité en la matière. Et on l'a bien vu aujourd'hui, je dirais un changement de cap, un changement de sémantique. On est passé de la grippe porcine à la grippe mexicaine, et ensuite, pour ne vexer personne, les autorités européennes se sont plutôt, même mondiales, se sont concentrées sur une appellation qui apparemment est politiquement correcte, de nouvelle grippe. Est-ce que, pour vous, c'est une appellation qui est conforme à la réalité? Nouvelle, est-ce qu'elle est nouvelle? Alors, je crois que vraiment, la recombinaison, mais ça, on le sait bien maintenant, les virus de la grippe changent tout le temps. Ça veut dire qu'on parle du H1N1, qui est donc un sous-type A, mais à l'intérieur, il y a des souches et de nombreuses souches différentes. Là, ce qui est clair, c'est que c'est une souche différente par rapport à ce qu'on connaissait qui circule aujourd'hui. Après, comment s'est fait la mutation? Il faut savoir que des mutations, il y en a de façon continue. Il y a des glissements, ce qu'on appelle des glissements, qui sont des petites mutations, des cassures qui sont des mutations plus importantes. Et donc, pour l'instant, il y a encore beaucoup de questions virologiques pour savoir comment est-ce que c'est un glissement simplement qui a entraîné une nouvelle souche, mais où il n'y a pas plus d'inquiétude à avoir que ça, ou est-ce qu'il y a vraiment un virus qui est vraiment différent? Je crois que l'emballement et vraiment la surveillance qui a été nécessaire, et je crois que c'est justifié aujourd'hui de l'avoir, a été dû en fait au nombre de personnes touchées au Mexique, puisque les autorités mexicaines ont parlé de 1500 personnes touchées assez rapidement, depuis mi-avril. Et 150 morts. Voilà, tout à fait, un nombre de morts important dû à des pneumopathies. Alors aujourd'hui, la question effectivement est de se dire est-ce qu'ils sont tous imputables et imputables à cette nouvelle souche de H1N1? La réponse, on ne l'a absolument pas aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir un petit peu comment les choses vont évoluer dans les jours à venir. Donc c'est pour ça que la surveillance est très importante. Je crois que le message à passer aux médecins, c'est qu'ils ont un rôle à jouer via des réseaux de surveillance comme le réseau GROG ou le réseau Sentinelle à l'INSERM, puisque des informations remontent, qu'il y a des prélèvements qui sont faits humains par le réseau GROG et qui remontent directement au niveau des centres nationaux de référence qui permettent d'isoler ce nouveau virus s'il se mettait à circuler en France, qui n'a absolument pas été le cas pour l'instant. Après, on va voir si ce virus H1N1 est vraiment si différent et donc entraîne une pathogénicité, une morbidité et une mortalité plus importante. Est-ce que votre raisonnement explicite le fait qu'on retrouve trois éléments trois fractions, une fraction humaine, une fraction porcine et une fraction d'origine aviaire? Alors, ce qui est sûr, c'est que les recombinaisons de la grippe, on connaît ça très bien.
comme vous parliez de creuset, ou vraiment de... oui, c'est le récipient de mélange. Voilà, le récipient de mélange. On sait très bien qu'il y a des virus humains, des virus aviaires, comme on a parlé pour la grippe aviaire, des virus porcins, puisque c'est des espèces qui ont la grippe, comme l'homme, mais il y a d'autres espèces qui l'ont. Et qu'après, ces espèces, la grippe pouvant parfois se retrouver, deux grippes différentes pouvant se retrouver chez une même espèce, il peut y avoir une recombinaison. Là, on n'est pas dans une telle recombinaison pour l'instant, on va voir un petit peu ce qu'il en est. On n'est pas dans un nouveau sous-type comme il en est apparu. Il faut savoir que les pandémies grippales observées au XXe siècle ont chaque fois été dues à une émergence d'un nouveau sous-type de virus A qui a amené à la création en 1910, enfin, à l'apparition en 1918 du H1N1, dont celui dont on parle, apparemment qui serait d'origine aussi porcine. qui serait d'origine à la fois porcin et sans doute pas que, et à la fois aviaire, essentiellement. La grippe espagnole, on parle beaucoup en fait. On ne connaît pas encore très très bien, je ne sais pas si on le connaîtra exactement bien un jour, mais pour la grippe espagnole, on parle plus d'un récipient aviaire que d'un récipient porcin. Et donc après, on a eu au milieu du XXe siècle l'apparition du H3N2 qui a chassé le H1N1, et puis la réapparition finalement du H1N1. Mais normalement, une pandémie va faire l'apparition d'un nouveau sous-type, et ce n'est pas ce qu'on observe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas observer, mais ça veut dire qu'il faut être vigilant, mais en même temps modéré. Alors, l'OMS a relevé d'un cran le niveau de vigilance. On est passé du stade 3 au stade 4 sur une échelle de 6. Est-ce que c'est justifié? Première question. Est-ce qu'il faut s'en alarmer? Et comment voyez-vous l'évolution de cette... on est au stade pré-pandémique. Est-ce qu'on va s'acheminer vers une réelle pandémie? Ou vous pensez qu'effectivement le soufflet, comme vous le disiez tout à l'heure, le soufflet a de fortes probabilités de retomber? C'est imprévisible, en fait. C'est plus à l'épidémiologiste de répondre que moi. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que quand on avait annoncé une pandémie avec le virus de la grippe aviaire, c'est une maladie pour les volailles qui tue à 100%, très rapidement, qui est soumise à déclaration tellement elle est grave. Et c'était un peu étonnant d'en faire tout de suite un risque pandémique, alors qu'il fallait vraiment que le virus mute et se transforme pour qu'il y ait réellement un risque pour l'homme, parce qu'il n'y avait pas de passage de l'homme à l'homme. Tandis que là, la différence, ce virus, il se passe de l'homme à l'homme, et dans la grippe porcine classique, là, on n'a pas une maladie extrêmement grave, puisque généralement, c'est moins de 2% de mortalité, et ce n'est pas une maladie soumise à déclaration. Donc, vous voyez la différence si on compare ces virus grippaux par rapport à leur risque pour l'homme. Voilà, Thierry, vous de l'autre côté, comment voyez-vous l'évolution dans les jours à venir? Alors je crois que c'est très important, on en a parlé, qu'on a vu que le niveau morbi-mortalité était quand même élevé au niveau du Mexique, pour l'instant pas les autres pays, et c'est pour ça que l'OMS recommande une vigilance accrue et particulièrement importante. Je crois que ce qui est important de rappeler aux médecins, c'est que cette vigilance, quelque part, ils sont en première ligne, comme toujours, les médecins généralistes, puisque c'est eux qui vont voir les patients. Il faut leur rappeler quelles sont les recommandations. Les recommandations, c'est très clairement d'adresser directement un cas possible, c'est un patient qui va présenter un syndrome grippal et qui revient des zones du Mexique, d'Amérique du Nord, à risque en ce moment. Donc ça, on peut retrouver sur le site de l'Institut de veille sanitaire ces zones bien précisées. Les cas possibles, donc c'est les personnes qui ont un syndrome grippal, qui reviennent de ces zones-là. Clairement, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est qu'elles soient hospitalisées, mises en isolement respiratoire, puisqu'elles ne risquent pas de contaminer d'autres gens, et qu'il y ait un traitement antiviral qui soit mis en place. Je crois que ces règles de prudence doivent être clairement respectées par les médecins. Après, si on a été en contact, mais qu'on n'a aucun signe, mais en contact avec un cas possible, là encore, la recommandation, c'est de rester chez soi, d'éviter d'aller se balader partout, et puis d'attendre. S'il y a eu des apparitions de symptômes, là encore, pareil, le médecin doit adresser le C'est deux réflexions. La première, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on retrouve des foyers un petit peu partout, identifiés sur la planète. Donc, au départ, c'était facile de dire, effectivement, on va mettre en quarantaine tous ceux qui arrivent du Mexique, par exemple. Mais il n'y a plus que le Mexique. Il y a quand même pas mal de pays. Il y a l'Europe qui est touchée, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Asie. Donc, aujourd'hui, c'est quand même moins facile d'endiguer l'évolution ou cette situation qui est pré-pandémique. Bien sûr, mais je crois que là encore, il faut être vigilant, mais pas non plus alarmiste. Ça veut dire que les cas importants qui ont été vus, on l'a redit tout à l'heure, 1500 cas suspectés au Mexique, une quarantaine de cas suspectés en Amérique du Nord. Il n'y a pas un nombre aujourd'hui, on va voir un peu le bulletin sur chaque soir de l'OMS, mais il n'y a pas une explosion partout. C'est essentiellement des cas, même s'il y a une transmission d'homme à homme et qu'il y a eu des contaminations locales, essentiellement des cas importés. Ce qui est sûr, c'est qu'en même temps que tout ça et que la recommandation qui est faite aux médecins, il y a une vigilance sur
ce qui se passe au niveau du nombre de cas. Aujourd'hui, la grippe en France, si on parle sur la France métropolitaine, il n'y a aucun cas de grippe qui est signalé par les médecins sentinelles ou les médecins vigies du GROG. S'il y avait des cas qui étaient signalés de façon anormale, là, c'est vraiment l'épidémie de grippe saisonnière est terminée maintenant depuis plusieurs semaines. S'il y avait des cas anormaux, bien évidemment, le niveau d'alerte serait sans doute élevé. Écoutez, j'ose à peine imaginer ce qui aurait pu se produire si c'était arrivé en pleine période de grippe saisonnière, en janvier-février. Ça aurait été une panique indescriptible. Sans doute plus importante, et puis en plus le risque d'une recombinaison aussi plus important, puisqu'il y aurait eu ce virus H1N1 qui aurait circulé, qui aurait co-circulé avec le H3N2 ou le H1N1 qui circule habituellement.